Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, je commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 7. Dans l'extrême peur, nous sommes enfin en capitulation. Le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up. Et le Market Order Flow, actuellement en recherche de vente. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Un momentum très baissier, les vendeurs contrôlent bien le mouvement, pas de réveil du côté des acheteurs, il n'y a absolument rien. L'OBV qui tend au sud, donc les capitaux qui sortent du marché, William qui n'est pas encore stupide, donc il y a encore de la marge pour essayer de poser ce bottom potentiellement. Donc bon, je sais que je viens pas avec des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on est plus proche du bottom que du top. C'est ça qui est drôle. Et également, pour être plus sérieux, même si je suis sérieux pour le coup, pour être plus sérieux, tout achat qui se fait dans les zones de rechargement long terme et proche du prix de production sont de bons investissements à long terme. Maintenant, si vous ici, vous vous dites moi, le trône il est bien marrant, mais moi j'ai que 1000 euros, j'ai envie d'avoir beaucoup de bitcoin, donc je trade avec levier, je mets 1000 euros avec du x20, du x30, du x40, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez pas, le levier n'a pas été créé pour ça. Le levier, ça a juste été créé pour, par exemple, j'ai 10 000 euros de capital, pour un trade j'ai besoin de 2000 euros, je peux mettre un levier x10, du coup je mets que 200 euros de ma poche. Mais vous avez bien votre risque. On vous vend beaucoup, oui, avec des contrats CFD, et c'est les brokers aussi qui sont pour quelque chose. Oui, vous pouvez trader avec 100 000 euros en n'ayant que 1000 euros parce qu'on peut vous proposer des contrats qui ont des variations 100 fois plus importantes que le contrat de base. C'est juste pour que vous fassiez liquider. Il y a un mec qui a sorti des stats, mais je crois qu'il y a 99% de chances de se faire liquider sur un asset qui a du levier x100. Il y a vraiment un mec qui a fait des stats, et je crois que même sur du levier x20, x50, on était autour des 95-97%. Dites-vous que sur 100 mecs, 100 traders qui vont lancer un trade avec levier x50, il y en a peut-être 2 qui vont réussir à faire des gains. Les autres vont se faire liquider. 98 qui vont se faire liquider. Donc est-ce que ça vaut le coup de lancer un trade qui statistiquement a déjà 90% de chances de ne pas passer? Statistiquement, c'est pas bon. Donc ceux qui utilisent des gros leviers ici, malheureusement, vous courez au margin call. Le margin call, c'est le fait de ne plus avoir de marge. Donc l'exchange vous dit rajoute de la marge. Si vous avez plus de marge, on clôture vos positions et vous vous faites liquider l'entièreté du compte. Et malheureusement, je pense qu'on est dans cette phase-là, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont utilisé du levier pour essayer de capturer ce bottom. Ça, je le vois grâce à l'order flow ici. Hop, où les ratios longs continuent de monter, ce qui veut dire que la quantité de traders en longue continue d'augmenter. Donc le sentiment de ce marché est toujours essayant de capturer le dip avec du levier. C'est dangereux. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui shortent ici. On voit des fundings négatifs, il y a des mecs qui shortent au market ce marché, donc ils se feront défoncer par la suite. Mais avant, il y a encore beaucoup de gens qui, par exemple, ici de minuit aujourd'hui jusqu'à 7h du matin, donc cette nuit, ça a été tentative de capture du bottom avec leverage. Donc il se passe quoi? Les prix de liquidation s'accumulent au sud et le marché se nourrit de ces liquidations et va les chercher. Il faut que le marché, il se stabilise, il purge quand même un minimum avant de repartir. C'est ce qu'on a systématiquement eu. Ici, lorsqu'on s'est rapproché de la moyenne mobile 200, on a consolidé ensuite pendant des mois avant de rebondir. Également ici, on s'est rapproché de la moyenne mobile 200 et on a quand même consolidé, vous le voyez, du mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars-avril 2019. Donc il y a eu quand même plusieurs mois de consolidation. Ici, on pourrait s'attendre à un scénario similaire. Alors ici, on a la crise sanitaire en 2020. C'était une situation assez différente, donc on ne va pas forcément la prendre en compte. Et ici, on est dans une situation, on va dire, entre guillemets, normale, même s'il y a beaucoup d'inflation, etc. Vous voyez, l'économie ne se porte pas forcément bien, mais on est dans une situation, on va dire, quasiment normale. On peut s'attendre à une consolidation pendant plusieurs mois avant de repartir. Donc, qui dit consolidation, dit ici taper la moyenne mobile 200, potentiellement rebondir un tout petit peu. Quand je dis rebondir, ça ne veut pas dire aller chercher les 40 ou les 50 000 $. Ça veut, par exemple, dire aller rechercher les 25, 26 000 $. Donc, c'est pas non plus très loin. Rebondir et donc dessiner ici un range pendant quelques mois avant de repartir dans un scénario haussier. On en avait parlé du Rias Price. En réalité, c'est entre guillemets les holders, achat prix moyen des holders très long terme qui ont un prix moyen au niveau du Bitcoin exactement sur les 23 213 $. À chaque fois qu'on est venu transpercer ce petit Realized Price, c'était plutôt bénéfique. Alors oui, on a eu le crack Covid ici, mais c'était plus une capitulation. Je l'entends. Je pense qu'on est plutôt en train de pricer une forme de capitulation. Et je pense que c'est ce qu'on tend à mettre. Je doute franchement que ça va être beaucoup plus profond, mais c'est quelque chose de très très personnel. En tout cas, on est venu, entre guillemets,
sur ce prix entre guillemets moyen de holder long terme, et c'est généralement en fait une bonne zone d'achat quand on vient à passer juste en dessous. On l'a aussi sur les profit and loss, juste là, vous l'avez, on est bien rentré dans la capitulation, vous le voyez, c'est rouge maintenant, on l'aura bien mieux demain je pense, je crois qu'on n'a pas encore les datas. Non, on les a pas encore, mais je pense que ce sera encore bien rouge demain, donc je pense qu'on est à peu près rentré là-dedans. Capitulation, c'est complètement acté, aucun problème avec ça. Et vous avez en fait de la réaccumulation, et en tout cas, il n'y a pas de vente entre guillemets de Wise. On continue entre guillemets à engranger des bitcoins de ce côté-là. Vous avez en fait un papier qui est extrêmement bien réalisé au niveau de Glassnode, donc on est bien dans notre capitulation. Il y a des outils et des indices qui nous disent que ça n'a jamais potentiellement été une mauvaise idée d'investir sur ces niveaux de prix. News suivante, le Brésil qui va bientôt reconnaître le Bitcoin comme monnaie légale. Alors, il y a un point d'interrogation. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? Bon, c'est un député qui propose ça, au même titre que le Salvador et la Centrafrique, sauf que le Brésil, c'est quand même un petit peu plus gros que ces pays-là, d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique. Au-delà de la tech, blockchain, etc., en fait, lui, il pense aussi à la création de fermes de minage, en fait, et au rendement que ça peut apporter au pays. Donc, c'est ça, il veut amener des gens du secteur au Brésil, quoi. Ouais, c'est Ce qui ça. serait super intéressant d'ailleurs. Au vu de la taille du pays et de la diversité au niveau climat, etc., c'est presque un continent à lui tout seul. Ça m'étonnerait pas que ça intervienne assez rapidement, en fait. Qu'ils l'acceptent rapidement, parce qu'ils ont tout à gagner, je pense, le Brésil là-dessus. C'est ça. Ouais, et on me dit dans l'oreillette que le député a acheté massivement du Bitcoin avant de proposer cet amendement. Bravo. Allez, on va passer à la news suivante. Et en parlant de restrictions, on a Binance qui n'acceptera désormais plus les transactions de Litecoin qui utilisent la fonction de confidentialité Mimblewimble. Et les personnes qui tenteront de faire ce type de transaction perdront tout simplement leurs fonds. À savoir que la fonction Mimblewimble a été implémentée le 20 mai dernier au réseau Litecoin et elle sert à masquer les informations liées à la transaction. Et pour rappel, il y a quelques jours, on avait déjà eu plusieurs places d'échange majeures de Corée du Sud qui avaient délisté le Litecoin à cause de cette option d'anonymisation. Bref, ici on voit que l'anonymat total sur le marché des cryptos est progressivement en train de devenir un frein à l'adoption d'un projet crypto, étant donné que désormais les régulateurs sont à l'affût de toute utilisation potentiellement malveillante des cryptos, et donc les places d'échange prennent les devants sur les régulateurs pour ne pas être poursuivis. Et on passe tout de suite à une news plus joyeuse concernant cette fois-ci donc la plateforme Binance qui veut devenir une super application. En fait, tout simplement, ils ont signé un partenariat avec un catalyseur de super applications, à savoir Split. Et ça va permettre aux utilisateurs de payer des services de taxi ou encore de livraison de nourriture, et tout ça en crypto-monnaie en utilisant directement Binance Pay. Et donc ce partenariat avec Split va apporter de nombreuses options de paiement à l'application de Binance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la liste de choses qui sera possible de payer avec l'application de Binance va considérablement s'allonger. Et parmi elles, on note du covoiturage, mais également de la location de vélos, de scooters, les transports d'aéroports, encore les transports publics et même la livraison de nourriture. Et CZ a d'ailleurs partagé lui-même la nouvelle sur son compte Twitter, sur lequel on peut lire « Réservez votre trajet avec Binance et payer directement en crypto. Et ça, sans convertir en fiat. » Et ce qui est intéressant également de comprendre, c'est que vu que le fait générateur d'impôts en France est la conversion entre de la crypto et une monnaie fiat, ça veut dire que payer directement tous les services que je viens de vous citer pourra se faire directement en crypto. Et donc, si je comprends bien, ne sera pas imposable. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, hein. Prenez ça avec des pincettes et il faut toujours vérifier. Dans tous les cas, ça pourrait laisser présager justement la possibilité de payer de plus en plus de choses à l'avenir et ça directement en crypto et sans faire de conversion. Et ça pourrait également voir évoluer les législations dans ce sens-là. Mais bon, pour l'instant, c'est suffisamment compliqué comme ça, donc j'espère que ça va pas trop bouger dans les temps à venir. Et parlons tout de suite de quelque chose auquel vous devez être attentif dès maintenant. Ce truc, c'est un énorme risque systémique pour les marchés des cryptos en général, alors écoutez bien. Parce que le truc, c'est que l'une des firmes de VC les plus importantes qui soit, Three Arrows Capital, eh bien on dirait qu'ils se sont fait totalement lessiver dernièrement. En fait, ils se sont maintenant fait liquider de leur position, on dirait. Mais alors pourquoi si important ? Eh bien parce que ça a d'énormes répercussions sur le reste des marchés des cryptos. Et non seulement en fait, parce qu'ils avaient contracté d'énormes montants de prêts de la part de... le truc, c'est qu'en fait, on n'en sait trop rien, c'est toujours en cours d'examen actuellement, mais s'ils ont bel et bien été liquidés de leur position et qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser 100% des entités tierces avec lesquelles ils travaillaient, eh bien vous vous doutez bien des répercussions, les conséquences vont se répandre comme une traînée de poudre sur les marchés des cryptos. Vous pouvez voir comment tout s'enchaîne ici. Premièrement, Luna avec les fonds qui étaient extrêmement exposés, vous avez Celsius qui a explosé et maintenant Three Arrows Capital, c'est vraiment une réaction en chaîne, les dominos tombent les uns après les autres. Je voulais vous parler de ce tweet de Crypto Farmer sur YouTube, sur Twitter, pardon, je l'ai retweeté,
qui dit en fait qu'il y a un problème. Il y a un problème actuellement avec Swissborg. Swissborg, c'est un exchange majeur basé en Suisse, comme son nom l'indique. Et Swissborg, ils ont une offre qui s'appelle le Smart Yield Account. C'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que fait Celsius, mais c'est différent parce que c'est isolé, on va dire, par crypto-monnaie. C'est pas on met de la crypto et tout est mélangé chez Celsius, etc. Là, c'est vraiment, vous allez investir sur de l'Ethereum, ça sera investi en Ethereum. Mais ils ont cette plateforme où on peut, voilà, comme vous pouvez le voir, investir de l'Ether. Donc si vous avez des Ethers, vous pouvez les mettre ici. Et vous allez avoir un rendement de l'ordre de 3,86% annuel. Et les intérêts vous sont reversés tous les jours, je pense quasiment, et vous pouvez retirer ça quand vous voulez. Donc c'est une manière d'investir sur de l'Ether stacké et de retirer les bénéfices de cet Ether comme on veut de manière complètement liquide et très utile. Le problème, c'est que ce type de projet, ce type d'offre ne peut exister que grâce au Stacked Ether. Les Stacked Ether, c'est STETH plutôt, c'est le token de l'IDO qui permet en fait d'investir sur de l'Ethereum stacké avec du rendement et qui vous permet aussi de le vendre quand vous voulez, etc. Mais comment ça marche en fait quand vous investissez sur STETH, c'est vous convertissez en fait vos Ethers en STETH et c'est ce token-là ensuite que vous allez posséder qui va prendre de la valeur régulièrement et qui va avoir les 4% d'intérêt. Donc Swissborg, il cache la complexité de tout ça en offrant une manière simple d'investir dans les Ethers stackés et surtout il donne la possibilité de retirer quand on veut les Ethers. Le problème, c'est que, on peut le voir actuellement, il y a un petit souci. C'est que le token STETH ne vaut plus 1 net. En fait, il y a une différence de prix entre le token Ether et l'autre token stacké, qui est de l'ordre de 5% actuellement. Donc un STETH, ça vaut 0,95 Ether. Ça veut dire que si tous les utilisateurs de Swissborg décident de retirer leurs Ethers stackés, et ben il va y avoir un problème, il n'y aura pas suffisamment d'argent d'Ether pour tout le monde. Donc forcément, cette situation, ça crée un vrai problème, puisque les utilisateurs de ces plateformes CeFi, théoriquement, ne peuvent plus retirer leurs Ethers, puisque si jamais ces plateformes CeFi devaient vendre les ST-Ether pour de l'Ether, alors il y aurait des pertes. Donc qui assumerait les pertes? Les utilisateurs, potentiellement la plateforme, ou alors ce qu'il faut faire, c'est un blocage des fonds, et les personnes ne peuvent pas retirer leurs Ethers tant que le merge et le déblocage n'ont pas encore eu lieu. Pour mon petit background, moi j'ai toujours été un peu écureuil. Quand j'étais petit, tous les jours je saoulais ma mère et puis on allait à la caisse d'épargne et je posais 1 euro sur mon livret A. Et à la fin de l'année, je gagnais 3%, alors je gagnais peut-être 30 euros et j'étais super content. Je disais, ouais, c'est de l'argent magique, j'ai gagné 30 euros de nulle part. J'avais l'impression que j'allais créer infiniment d'argent comme ça. Donc j'avais ce côté écureuil et puis ensuite, plus tard, j'ai découvert l'argent, j'ai découvert l'inflation. Mais t'avais déjà ton DCA quoi, à toi. Voilà, j'étais déjà dans l'esprit. Et en fait, quand j'ai découvert Bitcoin, ouais, le white paper, j'ai trouvé que c'était vraiment le mec qui était un génie. J'avais fait un peu de recherche et de mon expérience, les très bons chercheurs, tu lisais leurs papiers et tu disais, waouh, c'était limpide. Alors que souvent, les chercheurs de merde, les papiers, ils avaient l'air super compliqués, tu comprenais rien. Et souvent, les vrais génies, moi, j'ai l'impression qu'ils sont clairs en fait. Tu les écoutes et tu comprends ce qu'ils veulent dire. Tu sais ce que disait Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication ultime. Ok, ouais, c'est pas mal. C'est exactement ça, mais vas-y, je te coupe, désolé. C'est pas mal. Et donc, quand j'ai découvert Bitcoin, j'ai vraiment eu... Franchement, j'étais passionné, c'est-à-dire que je suis tombé vraiment amoureux du truc. Je me suis dit, génial, je me suis dit, ce truc-là, il y en aura de moins en moins, enfin, il y en a une quantité limitée. Et donc, si j'en achète un certain pourcentage et que c'est toujours là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça vaudra beaucoup plus cher. C'était vraiment mon raisonnement, enfin, c'est le raisonnement qu'ont tous les bitcoiners. Mais c'est vrai que dès le début, moi, ce truc-là m'a frappé. Et après, j'avais la chance d'avoir le background informatique qui me permettait de me dire, ça marche. Parce que quand tu es financier ou quand tu peux te dire, bon, ce truc-là, je sais pas, à un moment, le mec, il va changer la variable, il y aura infiniment de Bitcoin, etc. Moi, j'avais le background qui me permettait de me dire, ça marche. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a des mecs qui disaient, oui, mais si ça se fait hacker, si machin, s'il y a un bug, on s'en fout, on fait un upgrade, tout le monde le met, et puis c'est réglé, quoi. C'est pas la fin du monde si jamais il y a un bug, et puis... Donc, je savais qu'en fait, s'il y avait un petit bug, c'était pas grave, on faisait une mise à jour, on prenait l'état d'avant, et puis on les jeunait. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu... Il y en a pas eu beaucoup, hein, il y en a quasiment pas eu, d'ailleurs. C'était d'ailleurs extraordinaire à quel point le truc pas eu beaucoup de failles dans le protocole, des patchs qu'il y a dû mettre. Oui, c'est vrai qu'il y en a, il y a eu quelques-uns. Un ou deux trucs, deux, trois, par exemple, petits trucs. L'inflation bug de 2018 que peu de gens connaissent, mais oui, il y en a eu quelques-uns. Ça veut dire que les nouvelles personnes qui débarquent dans l'écosystème, ils disent genre Bitcoin est pur à 100%, c'est pas tout à fait correct. Ouais. C'est pas tout à fait correct. Mais globalement, oui.
globalement, ça a quand même été super bien designé. Bien sûr. C'est-à-dire que le mec, il a tout anticipé un peu, moi je trouve. Il avait d'ailleurs, de mon point de vue aussi, anticipé le scaling, mais ça, c'est un autre débat. Mais il avait vraiment une vision hyper long terme. Moi, j'ai été bluffé et j'ai trouvé que c'était un héros, ce mec, Satoshi Nakamoto. Sa personnalité, parce que j'ai lu tous ses posts et tout. À l'époque, je lisais tout ce qu'il y avait dans le forum tous les jours, enfin, je lisais tout. Et je trouvais qu'il avait vraiment une personnalité de héros, parce que c'est un mec, il aurait pu avoir la gloire, il l'a pas prise. Il aurait pu avoir la richesse, il l'a pas prise. Il a fait le truc, il a changé le monde, il va changer le monde, il va avoir un des plus grands impacts. Et le mec, il est resté anonyme. Et moi, ça m'a impressionné, parce que moi, je suis un homme normal. Ouais, si tu me dis, tu veux être connu comme une star ou un dieu académique, ouais, je dis oui. Tu veux être riche, je dis oui, tu vois. Je suis un humain faible. Mais trêve de bavardage, on passe tout de suite à la news croustillante du jour dans laquelle on va parler des milliardaires qui ont investi dans le Bitcoin. Et notamment les CEO de Tesla ainsi que MicroStrategy, à savoir Elon Musk ainsi que Michael Saylor. Et on estime à l'heure actuelle que eux deux ont perdu 1,5 milliard de dollars en achetant des Bitcoins. Et donc respectivement, MicroStrategy détient à l'heure actuelle plus de 130 000 bitcoins et Tesla plus de 43 000 bitcoins. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont perdu énormément de valeur depuis leur achat. Grosso modo, les pertes théoriques se chiffreraient à peu près donc 500 millions de dollars pour Tesla et quasiment 1 milliard de dollars pour MicroStrategy. Et sans aucun doute, la société qui est dans la situation la plus inquiétante, c'est bien MicroStrategy. Et ça tout simplement parce que si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines de ça, je vous parlais justement que MicroStrategy avait contracté un prêt en utilisant du Bitcoin comme collatéral et que ce prêt avait lui-même servi à racheter plus de Bitcoin. Donc en gros, c'était le pari que le Bitcoin allait repartir fortement à la hausse et sûrement pas qu'il allait baisser. Et donc s'il atteint les 21 000 $, ce qui a l'air d'être le cas actuellement, et ben Michael Saylor va devoir renforcer justement ses collatéraux. Mais bon, pour l'instant, potentiellement, Michael Saylor pourrait encore mettre en collatéral plus de 115 000 bitcoins, ce qui permettrait de largement tenir justement si le prix continuait à stagner. Maintenant, si jamais on assistait à une chute de Celsius à cause d'une éventuelle insolvabilité ainsi que d'autres entreprises, ça pourrait créer une réaction en chaîne. Mais si jamais par malheur un jour, donc MicroStrategy avait un problème et devait faire faillite ou autre, là on assisterait à un véritable cataclysme dont la crypto-monnaie aurait vraiment du mal à s'en remettre. On n'en est pas encore là, alors ne parlons pas de malheur pour l'instant. Et n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses justement du fait que MicroStrategy ainsi que Tesla détiennent autant de Bitcoin? Est-ce que tu penses qu'ils vont commencer à en vendre un peu à perte ou qu'ils vont simplement holder à travers le temps? Et pendant ce temps chez Yuga Labs, on a un des cofondateurs qui nous prévient qu'une attaque pourrait prochainement arriver sur leurs réseaux sociaux. Et pour rappel, Yuga Labs est la société qui est derrière la collection des NFT Bored Ape et ses dérivés, et ils avaient fait également l'acquisition il y a quelques mois des séries NFT CryptoPunk, Meebit et Otherdid. Et comme vous le savez déjà, la société fait face depuis plusieurs mois à de nombreuses attaques sur différents réseaux sociaux, qui sont principalement des attaques de phishing qui invitent les utilisateurs à valider une transaction qui finit par vider leur wallet. Et ce week-end, on a eu Gordon Gunner, un des cofondateurs de Yuga Labs, qui semble avoir eu accès à des informations qui lui disaient qu'une attaque de phishing pourrait prochainement arriver sur Twitter. Et il prévient donc l'ensemble de la communauté sur Twitter en disant que leur compte pourrait être hacké, et donc qu'il ne faudra surtout pas cliquer sur le moindre lien suspect. Et enfin, on va conclure avec tout ce qui se passe un petit peu dans le marché crypto, mais de manière plutôt négative, puisque c'est tous les phénomènes de liquidation. Et un des plus gros, c'est Celsius, qui a encore des emprunts et qui peut potentiellement se faire liquider. Là, on parle notamment sur le protocole MakerDAO. Il a un emprunt qui peut se faire liquider aux alentours de maintenant 16 800 $. Il me semble que ça a encore baissé. Donc, je vous parlais de 14 000 $. Il me semble que ça a baissé à 14 000 $. J'ai vu le tweet passer après. En fait, il redépose en fait du Bitcoin en collatéral pour faire baisser le prix de liquidation, mais vraiment moi je trouve ça assez effrayant. On dirait vraiment qu'ils sont en train de paniquer, de lutter contre quelque chose qui va, j'ai l'impression, indéniablement arriver, donc ça fait vraiment flipper. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.